Mon invité aujourd'hui, je suis vraiment content de le recevoir. Quand j'étais petit cul, j'écoutais les nouvelles à TQS, puis écoute, c'était lui qui était là. Il avait quelques livres en moins, puis il était toujours aussi passionné qu'il l'est maintenant du côté de Énergie Québec. Jérôme Landry, salut Jérôme, comment ça va? Salut, ça va bien, toi? Ça, là, ce que tu viens de dire, je me le fais dire de plus en plus souvent. Il y a des plus jeunes qui me disent, quand j'étais petit cul, je te voyais à TV, puis ça arrive de plus en plus souvent que je me fais dire ça par des plus jeunes comme toi. Là. Ben écoute, avec mes 30 ans seulement, j'ai quand même un certain vécu, mais on n'empêche que le tien est d'autant plus important. Le milieu des communications, qu'est-ce qui t'a interpellé vers ça quand tu étais plus jeune? Écoute, quand j'étais petit gars, moi, là, en très jeune âge, j'écoutais la radio. Tu sais, moi, mes deux grands-pères écoutaient André Arthur. OK? J'étais petit gars, puis je me souviens quand je me faisais garder aux deux endroits, j'ai encore le souvenir, 35 ans plus tard, d'André Arthur qui jouait dans la cuisine sur un petit radio avec Marc Simoneau, avec tous ses collaborateurs, avec le son AM, tu sais, puis M. Arthur qui prenait des appels, puis qui avait des invités, puis qui faisait ses commentaires, puis j'écoutais beaucoup ici M. Simoneau quand j'étais jeune. J'étais un gros fan de sport, gros fan de hockey. Puis ça a toujours été une partie importante de ma vie, ça, d'écouter la radio. Puis après ça, tu sais, j'ai été un fan de la jungle. J'écoutais Gilles Parent, j'écoutais le Zoo au 93, j'écoutais la jungle à Énergie. Puis après ça, je suis devenu un fan de Jeff Fillion, ici à Choix à l'époque, à Radio X. Fait que j'ai toujours été un gros amateur de médias, de consommateur de médias. Puis on dirait que quand j'étais jeune, je me suis même pas posé la question sur ce que je voulais faire dans la vie. Ça a comme toujours été clair que je voulais faire ce travail-là. Tu as suivi tes cours à quel endroit? Comment ça s'est passé ta formation? Écoute, moi en fait, je suis un décrocheur. Moi. Je suis un décrocheur de l'université, ouais. Ben, j'ai jamais été un très, très bon élève. Tu sais, j'étais pas un cancre nécessairement, mais tu sais, j'étais pas super intéressé par l'école. Par contre, quand je suis arrivé au cégep Limoilou, on dirait que j'ai commencé à aimer l'école à ce moment-là. Encore là, j'étais pas un élève parfait non plus. C'était les filles? Ouais, c'était ça, la bière, le pub, ce genre d'affaires-là, tu sais. Mais je trouvais que les cours commençaient à être intéressants parce que j'étudiais en géopolitique, géographie, histoire politique. J'avais des profs intéressants. C'était des profs un peu syndicalistes, là. C'était des profs très, très de gauche, là, quand je repense à ça aujourd'hui avec du recul. Mais on dirait que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à aimer l'école. Puis après ça, je me suis inscrit aussi plus tard à l'université en sciences politiques. J'ai fait quelques cours. J'ai pas fini mon bac, mais j'ai quand même fait quelques cours en sciences politiques. Puis j'ai tout le temps aimé ça, les affaires publiques, la politique, la géographie, l'histoire aussi. Puis j'avais des bons profs, donc je pense que je suis allé me chercher une base concernant pour mieux comprendre un petit peu la politique, les affaires publiques. J'avais toujours suivi ça, mais d'étudier ça à l'école un peu, j'ai aimé ça. Puis pour ce qui est de l'aspect communication, j'ai fait un cours à un moment donné d'animation radio-télé au Collège des annonceurs radio-télé à Québec. Ça n'existe plus, là, mais ça, j'ai fait ça en 97, si je me trompe pas. C'était un cours, il me semble que c'était 2 soirs par semaine de mémoire, avec des cours de diction, puis des cours de prononciation, comment faire une publicité, comment faire un bulletin de nouvelles, mais je te dirais que le gros de mon apprentissage, par contre, dans le domaine des médias, je l'ai fait quand j'ai fait des médias communautaires. Télévision communautaire, Télécom 9 ici à Québec, qui est aujourd'hui ma TV. À un moment donné, je faisais un bulletin d'information quotidien local. Je te dirais que là-dessus, ça, c'est beaucoup comme ça que j'ai appris à faire mon métier. Comment tu as réussi à gagner un poste à TQS qui, by the way, selon moi, manque encore beaucoup à la télévision québécoise? Mais ça, c'est opinion très personnelle, mais n'empêche. Non, t'as raison. Pas que TVA fait pas une bonne job, pas que Radcan fait pas une bonne job non plus, mais ça manque. C'est un deuxième réseau privé. J'espère que Bell Media ici à Québec va relancer ça avec l'achat de V. J'espère que ça va être relancé. Mais bref, pour revenir à ta question, à un moment donné, j'ai eu un appel. C'est justement à l'époque où je travaillais sur un bulletin d'information locale à Télécom 9. J'ai eu un appel de François Thibouteau, qui était à l'époque rédacteur en chef de TQS à Québec, qui m'avait vu à la télé communautaire, qui avait entendu parler de moi un peu aussi, puis qui m'a dit, ça tente-tu de venir essayer ça, toi, TQS? J'ai dit, parfait, je vais aller essayer ça. Puis j'ai commencé comme remplaçant au sport, parce que, comme je te disais tantôt, j'ai toujours été un gros maniaque de sport. Fait que j'ai commencé en remplaçant Stéphane Turcot puis Marc Durand quand il y avait des vacances. L'été, au printemps aussi. Fait que c'était un peu comme ça que ça a commencé dans les médias professionnels, si tu veux.
Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas poursuivi nécessairement du côté du sport? Parce que bon, tout le monde le sait, tu es un gros fan des Pats, un gros fan des Nordiques, même s'ils sont morts, sont jamais morts en réalité, là, dans notre cœur. Mais n'empêche, qu'est-ce qui fait que tu as été plus vers, mettons, le judiciaire? Parce que tu sais, je me rappelle, entre autres, il y avait Scorpion, il y a eu des gros dossiers à l'époque sur lesquels tu as travaillé. Là. Ben, je te dirais que c'est pour payer mes comptes. C'est une question alimentaire parce que, tu sais, oui, je tripais sport, mais des emplois dans le domaine des sports, on le voit présentement aujourd'hui avec la pandémie. Il y a beaucoup de gars de sport, malheureusement, qui ont été coupés dans les stations de radio, dans certains médias, la télé aussi. Puis à l'époque, écoute, il y avait à TQS, il y avait, c'était deux institutions, si tu veux, Stéphane Turcot puis Marc, qui étaient déjà bien établis depuis plusieurs années. Des gars qui avaient du métier, qui avaient de l'expérience, qui avaient du talent, qui étaient indélogeables. Puis, tu sais, je pensais même pas à les déloger. Tu sais, je me disais même pas, je vais essayer de prendre leur job. Tu sais, c'était même pas dans ma tête. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Étant donné que j'avais de l'intérêt pour d'autres domaines aussi, je me suis dit, regarde, je vais offrir au patron de l'époque, qui était Pierre Martineau, qui est rendu le grand bord du 98.5 à Montréal aujourd'hui. À l'époque, c'était mon patron à TQS. Puis j'ai dit, regarde, Pierre, moi, je veux travailler. Je veux faire de la télé. J'aime ça travailler ici à TQS. Puis regarde, fais-moi faire n'importe quoi, je vais le faire. Puis c'est là qu'il a commencé à me donner des tâches de couvrir, entre autres, les fêtes d'hiver. Tu sais, ça, couvrir les fêtes d'hiver, c'était pas nécessairement la job la plus populaire parce qu'il faut que tu travailles les fins de semaine, faut que tu travailles la nuit. Dans le temps, je couchais avec ma pagette. Tu sais, ma pagette sonnait 3-4 fois par nuit. Ça me réveillait moi, ça réveillait ma blonde. Puis, tu sais, des fois, il fallait que je parte de Québec en pleine nuit, en plein hiver pour aller couvrir un accident, couvrir un incendie en Beauce, dans le parc de Laurentides. Fait que c'était une job qui était assez exigeante. C'était une job qui était pas faite pour tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de journalistes qui voulaient faire ça. Mais moi, j'ai décidé de le faire. Puis j'ai développé une passion. Tu sais, à un moment donné, en faisant des fêtes d'hiver, ça m'a amené à couvrir aussi le palais de justice. Puis à force de découvrir c'était quoi le palais de justice, de découvrir, puis de suivre des procès, puis de suivre tout ce qui se passait là quotidiennement, c'est devenu une passion aussi pour moi. Je suis devenu vraiment un maniaque d'affaires judiciaires, puis ça m'intéressait beaucoup, puis il n'y avait pas de routine là-dedans. Tu sais, à chaque matin où j'arrivais au palais de justice, c'était une boîte à surprise. Les fêtes d'hiver, c'est la même chose. Puis je me suis mis à aimer ça beaucoup, travailler là-dessus, alors qu'il y a beaucoup de journalistes qui levaient le nez un peu là-dessus parce que c'était pas assez prestigieux. Ils appelaient ça les chiens écrasés. Puis regarde, il y en a qui trouvaient qu'ils étaient au-dessus de ça, qui voulaient pas le faire, ce travail-là. Tu sais. Donc, finalement, à force de faire beaucoup d'heures, puis d'être persistant, puis de montrer que j'étais travaillant, ben c'est comme ça qu'à un moment donné, je suis devenu permanent aussi. Quand tu travailles sur des gros dossiers, c'est plaisant, mais n'empêche, des fois, c'est pas toujours très chic. Là, on entend des dessous, des fois, qui nous écœurent. On s'entend, on reste quand même des êtres humains, là, malgré qu'on fait un travail journalistique. Il y a des choses, des fois, qui sont un petit peu plus difficiles à travailler. Les dossiers que tu as aimé le plus travailler, mais qui ont été quand même difficiles, selon toi? Ben, c'est sûr, tu parlais tantôt du dossier Scorpion. Moi, j'ai adoré travailler là-dessus. Je te dirais qu'en 2002 et 2005, sur une période d'à peu près 3 ans, ce dossier-là représentait à peu près 90 de mon travail. Quand même. À force de couvrir les procès, je les ai tous couverts. Je suis même allé à Montréal couvrir les procès qui avaient été transférés à Montréal, comme celui de Robert Gillet, celui de l'ancien président du Carnaval. Mais parallèlement à ça aussi, parallèlement au procès, je rencontrais aussi beaucoup les victimes. Tu sais, les jeunes filles qui travaillaient dans ce réseau de prostitution-là. Je rencontrais aussi des proxénètes. J'ai rencontré des clients, j'ai fait des entrevues. J'ai rencontré des parents de victimes aussi qui étaient complètement découragés, qui se demandaient comment faire pour que leur fille se sorte de ce réseau-là, se sorte de ce cercle vicieux-là. Fait que je te dirais que ça a été pas mal marquant pour moi, ce dossier-là. Je m'en fais encore parler aujourd'hui. Ça fait presque 20 ans, puis il y a encore des gens qui m'en parlent. La transition de la télévision à la radio, écoute, c'est sûr qu'on peut pas vraiment cacher sous silence la fin de TQS. Ça a été une grosse perte, on l'a mentionné tantôt. Ouais. Comment tu as vécu ça, justement, cette transition-là? La mort on va dire, j'appelle ça ton premier vrai bébé, entre parenthèses, média à Radio X? En fait, moi, j'ai pas vécu la mort de TQS. Je sais qu'il y en a plusieurs qui pensent que je suis parti à la radio quand TQS a fermé. Sauf que dans la réalité, moi, je suis parti à peu près 1 an avant que TQS ferme. Parce que j'avais comme besoin de changer d'air. Pas que j'aimais pas ma job, mais tu sais, j'avais déjà un gros intérêt pour la radio. J'étais un auditeur de Radio X à cette époque-là. Et il y a un de mes meilleurs amis qui s'appelle Dominique Moret, qui était déjà à Radio X, qui est arrivé en 2004 à Radio X, qui avait quitté TQS. Puis
on avait toujours gardé un lien. Puis à un moment donné, il m'avait dit, ça te tente-tu de venir me remplacer le matin? Faire les nouvelles, les bulletins de nouvelles dans l'émission du matin à Radio X avec Denis Gravel à l'époque. Puis j'ai dit, parfait, je vais y aller. Puis ça, c'est à l'époque où j'avais encore ma job à TQS. Donc, je partais le matin, j'allais à Radio X remplacer Moret. Après ça, j'allais au Palais de Justice faire ma journée pour TQS. Fait que ça a commencé un peu, ça a commencé un petit peu comme ça, mais tu sais, j'étais encore à l'emploi de TQS. Et à un moment donné, Gilles Parent a décidé de quitter Choix pour s'en aller au 93. Ça, c'est à l'été 2007. Et étant donné que j'avais déjà des atomes crochus avec Choix, étant donné que je connaissais déjà un petit peu Patrice Demers, puis je pense que j'avais fait de bonne impression quand j'avais remplacé Moret. C'est là qu'ils m'ont offert officiellement de venir travailler à temps plein à Radio X dans l'émission du retour, en duo avec Stéphane Gass à l'époque. Et puis là, écoute, je t'avoue que j'ai hésité un peu parce que dans ma tête, je lâchais une job syndiquée avec une sécurité d'emploi à TQS pour me lancer un peu dans le vide, tu sais, pour me lancer dans l'incertitude de la radio. Mais mon instinct était trop fort, mon goût de faire de la radio était trop fort. Fait que j'ai accepté l'offre de Radio X tout en me disant, ouais, j'ai-tu vraiment bien fait de lâcher une job syndiquée à vie pour me lancer dans l'incertitude de la radio? Et quelques mois plus tard, quelques mois après que j'ai pris cette décision-là, c'est là que TQS a commencé à montrer des signes disons, de faiblesse, puis de possibilité de faillite, puis de vente et tout ça. Donc, moi, j'étais déjà parti. J'ai été finalement, sans le savoir, le premier à me replacer. Parce qu'après ça, pour les autres, ça a été peut-être un petit peu plus compliqué pour certains, parce que tout le monde est arrivé sur le marché en même temps. Mais moi, bon, hasard de la vie, j'avais pris une décision de partir avant, puis bon, évidemment, c'est une décision que j'ai jamais regrettée, même si j'ai eu bien du plaisir à TQS, tu sais. C'est peut-être aussi parce que, bon, écoute, on s'est connus dans cette période-là. Nous, lorsque je suis venu faire un stage avec toi et l'équipe de Stéphane Dupont, qui, selon moi, regarde, j'ai l'impression personnellement que ça a été une des plus belles ères de radio. C'est ça, vraiment en termes d'auditeurs. Personnellement, moi, quand je t'ai entendu avec Stéphane Dupont, avec Monsieur Dess, écoute, il y avait les histoires de faux, il y avait les histoires de cochons, il y avait du fun noir là-dedans. José qui travaillait avec toi. Écoute, pas de farce, ça a été du bonbon. Puis honnêtement, je me demande si dans l'ère moderne de la radio, ça va être égalé, parce que cette période-là a été nécessairement... au point de vue de l'information, je sais pas si on peut dire que ça a été la plus grande, mais au point de vue là, de la qualité, d'avoir du fun en ondes, de rendre l'auditeur heureux. Écoute, moi, j'ai déjà pensé pas, j'ai manqué le clou à un moment donné dans vos histoires parce que c'était comme trop drôle. Fait que j'aurais peut-être eu un décès sur la conscience, mais n'empêche, c'était vrai. J'aurais été mort heureux parce que pas de faire, j'ai vraiment eu du fun dans cette époque-là. Ah, ça a été des grosses années. Vois-tu ça, du pont le midi, là, je faisais ça en même temps que je faisais le retour avec Stéphane Gass. Je finissais à 2 heures, puis après ça, j'allais faire le retour avec Gass. Je t'avoue que ces années-là, j'ai passé seulement 2 ans avec Steph le midi, mais je t'entends encore parler. Ça fait quoi, presque 15 ans, de ça, une douzaine d'années maintenant, puis les gens m'en parlent encore, même si ça a duré juste 2 ans. Puis on a vraiment eu beaucoup de plaisir, tu sais. Puis Dupont est un gars qui m'a beaucoup influencé. Tu sais, Dupont, c'est un gars, oui, qui a été journaliste, mais c'est un gars qui c'est un raconteur extraordinaire. C'est peut-être le meilleur raconteur à la radio. Puis il m'a appris aussi à travailler le côté divertissement de la radio, parce que moi, j'étais journaliste de métier. J'étais très sérieux, tu prends de l'information, tu vérifies, tu livres ton information. Il m'a comme appris à amener un peu de plaisir là-dedans, puis de rire aussi en même temps en travaillant. Fait que oui, cette période-là, ces 2 années-là que j'ai faites avec Steph, ça m'a beaucoup influencé. Je sais que les gens aimaient ça aussi. Les chiffres étaient excellents. Du Pôle Midi, c'était l'émission la plus écoutée à Québec de toutes les émissions de radio confondues, toutes périodes horaires confondues. Mais moi, au niveau personnel, ça m'a beaucoup appris aussi, là. Par la suite, avec Denis Gravel, écoute, on en a appris plus par la suite, là, mais j'avais eu quand même je pense, en tout cas, du moins, je trouvais qu'en il y avait une belle chimie. Écoute, oui. Il y avait la Nordic Nation, tu sais, il y avait, t'as rencontré Tim Thomas à l'époque avec ça. Écoute, il y a eu plein de beaux moments, puis tout ça, puis quand il y a eu la cassure, puis ça a commencé à sortir dans les journaux, on travaillait ensemble, mais c'est ça, on travaillait ensemble. Écoute, je pense pas avoir été tout seul, mais il me semble que je suis tombé sur le cul, moi. Ah, écoute, oui, puis vois-tu, j'ai fait 2 ans avec Dupont, mais ça a duré 7 ans le matin avec Denis. Parce qu'en 2009, à un moment donné, Patrice Demers, le boss de Choix, a dit, regarde, faut que je rebrasse mes trios. Les cotes d'écoute étaient bonnes, mais il fallait que ça augmente encore, puis il a décidé de rebrasser ses trios. Donc, il a décidé de me prendre et de m'envoyer le matin avec Denis. Et Dominique Moret, qui était là en coordination avec Denis, lui a obtenu sa propre émission qui est devenue Moret Live.
Ouais. dans le mid-morning à choix, qui a marqué la radio aussi. Les Dom un peu, même beaucoup réinventé, je trouve, le type d'émission de mid-morning à la radio, avec une émission complètement pétée. Mais pendant ce temps-là, nous autres, on faisait le matin, puis écoute, on a eu, je te dirais que sur 7 ans, on a eu au moins 6 ans et demi de gros fun. OK, bon, au moins ça. Ouais, ça c'est. Puis, tu sais, Denis, c'est quelqu'un qui était un peu le contraire de moi. Tu sais, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'enfant. C'était un gars qui joue aux jeux vidéo. C'est une espèce de geek un peu renfermé. Tu sais, moi, j'étais un peu le contraire de ça. Tu sais, fait que je pense que c'est pour ça on se complétait bien. Puis la chimie a été extraordinaire pendant toutes ces années-là. Mais puis d'ailleurs, au niveau des codes d'écoute, écoute, juste pour te donner un exemple, notre dernier sondage ensemble, OK, on avait 54 000 auditeurs au quart d'heure. Très bon. Notre plus proche poursuivant, qui était Sylvain Bouchard, a eu 33 000 auditeurs au quart d'heure. Ça fait ça pareil, là. Bon, ouais, c'est ça. Il y a eu des époques où, tu sais, Bouchard nous battait, mais à la fin, on avait, c'est pas loin du double des codes d'écoute de notre plus proche concurrent. Puis même aujourd'hui, tu regardes les shows qui marchent très, très bien. Même Jeff à choix. Jeff fonctionne très bien à choix aujourd'hui. Mais il est même pas proche des codes d'écoute qu'on avait le matin. Puis je vois pas les codes d'écoute non plus qu'on avait à cette époque-là. Tu sais, on avait 4 shows qui roulaient. Show du matin, après ça, Montréal, Dupont qui embarquait, Gas après ça qui embarquait. Je pense qu'on est monté à 314 000 auditeurs au total à choix à cette époque-là. Puis il n'y a aucune station de radio qui s'approche de ça actuellement. Fait que ça a été des très, très grosses années aussi, là. Elle a été où de bord, la cassure? Parce que, écoute, là, tu te dis, ça va bien, fait 6 ans et demi qu'on est ensemble, on a du fun, on crime les codes d'écoute ne cessent d'augmenter, on plante tout le monde, et il y a quand même une cassure pareille, tu sais. Je veux dire, mettons, prenons un club de hockey, là. Le club de hockey va bien, Ouais. il dépasse tout le monde au classement général, ils ont 25 points d'avance, les 2 buteurs numéro 1 du club ont chacun 50 buts, le goaler fait save, il n'y a pas de problème, mais malgré tout, il y a une cassure. Qu'est-ce qui se passe? Ben, tu sais, des fois, il n'y a pas... des fois, c'est juste l'usure du temps. C'est juste une question, des fois, du temps qui passe, de la routine qui s'est installée. Puis moi, je suis pas un gars qui veut faire tout le temps la même affaire tout le temps pendant trop longtemps. Tu sais, je suis un gars qui aime ça avoir une stabilité, mais à un moment donné, quand je deviens blasé un peu ou j'ai le goût d'avancer, d'aller ailleurs, tu sais, je me gêne pas puis je le fais. Puis, tu sais, c'est peut-être un peu ça qui est arrivé à l'époque. Tu sais, c'était peut-être juste l'usure du temps. Je t'avoue aussi que ça, c'est l'époque. Là, ça, c'est en 2015 où j'ai quitté Radio X. Ça, c'est l'époque où Bell Media a décidé de faire de la radio parlée à Énergie. Donc, il venait d'embaucher Jeff Fillion. Il venait d'embaucher Stéphane Dupont aussi, qui faisait le matin à Énergie à cette époque-là. Eux autres, il y avait un plan bien établi de faire de la radio parlée sur les ondes de Bell Media, tu sais, puis bon, moi, j'étais resté à choix, puis là, je me disais, OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je continue avec Denis encore en duo ou je suis mieux d'essayer d'avoir ma propre émission puis, tu sais, de voler de mes propres ailes? Tu sais, fait que c'est un petit peu là que les détails puis que la tension, la friction, tu sais, c'était pas une chicane épouvantable non plus, mais c'est peut-être là un peu qu'il y a eu une cassure où je me suis dit, ouais, c'est peut-être le temps de faire mes affaires. De se lancer dans ses propres affaires, écoute, c'est un saut périlleux quand même, parce que là, tu partais de l'émission numéro 1, ça allait bien. Là, du jour au lendemain, tu voles de tes propres ailes, nouvelle station, on s'entend. Quand j'ai eu une nouvelle station, c'était pas nécessairement une nouvelle station, Énergie, ça existe depuis je sais pas combien d'années, là. Mais de commencer à faire du talk, tu sais, de créer une nouvelle habitude d'écoute, tout ça. Écoute, ça aurait pu être un suicide, dans le parenthèse, ou presque. Ben ouais, écoute, le plan qui m'a été proposé quand je suis arrivé chez Bell, écoute, je pense que c'était un bon plan. Le plan A, c'était Dupont le matin, moi le midi, puis Jeff Fillion dans le retour. Fait que quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ouais, je pense que ça risque de bien marcher. Puis on me disait même à un moment donné, ça se peut que Steph Dupont retourne travailler le midi, fait que ça va être toi le matin, Dupont le midi, puis Jeff Fillion dans le retour. Fait que je me suis dit que il y avait des bonnes chances que ça fonctionne. Puis on se le cachera pas, Bell Media, c'est une entreprise qui a des gros moyens financiers. Fait que tout était là pour que ça fonctionne. Sauf qu'il est arrivé différents événements. La personne qui m'a engagé a été envoyée à la retraite avant que j'arrive. Donc déjà là, ça partait mal un peu parce que le gars qui croyait en nous autres, qui croyait au nouveau formateur qui est parti à la retraite avant qu'on puisse commencer vraiment à mettre le plan d'exécution. Puis il est arrivé l'affaire Jeff Fillion aussi sur Twitter. Ben a décidé de mettre fin à son association avec Jeff. Ça, c'est arrivé à peu près une semaine avant que j'arrive en ondes.
Fait que là, Jeff s'en va. Moi, j'arrive. Je m'en vais le remplacer dans le retour. Je croise quasiment Jeff dans le cadre de porte, là, tu sais, pour te donner une image un peu, là. Fait que disons que ça commençait un peu bizarre, cette aventure. L'aventure qui a été quand même, je pense que ça a pris quand même un certain temps à redresser. Puis écoute, c'était pas nécessairement de ta faute, c'était pas de la faute de personne, mais là, on s'entend, là, puis là, écoute, je vais peut-être me faire lancer des roches à dire ça. Écoute, les fans de Radio X, c'est des fans de Radio X. Et, ce que je veux dire par là, c'est que décrocher un X puis l'envoyer à Énergie ou l'envoyer au 93, là, hey, je vais te le dire, là, t'as une moyenne job à faire, je vais te le dire. Là. Même moi, personnellement, qui étais un fan très, très officiel de Radio X, lorsque j'étais à l'école de la radio, même le monde me disait, tu peux pas rien qu'écouter Radio X, mais ça, je te dis, c'était Radio X, il n'y avait rien d'autre qui existait. Aujourd'hui, j'ai été capable d'améliorer un peu mon écoute, j'écoute un petit peu à gauche, à droite, puis je suis capable de me faire une opinion sur à peu près tout, mais n'empêche, là, décrocher un X, c'est pas facile. Comment t'as fait pour aller en chercher une coupe? Écoute, c'est tout un défi, t'as raison, tu sais, de convaincre les auditeurs de venir écouter de la radio parler à Énergie aussi. Tu sais, ça a tellement été identifié longtemps comme une radio musicale que tu sais, ça a été tout un défi, surtout au début. Puis tu sais, tu dis c'est difficile de faire décrocher un X, t'as 100% raison. Mais je me disais, avec Jeff Fillion qui est là, c'est lui, avec Patrice Demers, qui a créé Radio X. Fait qu'on se disait, c'est ceux qui vont transférer. C'est ceux qui vont venir nous écouter. Puis, sauf que ce qui est arrivé, comme je disais tantôt, Jeff, non seulement est relevé de ses fonctions à Énergie, mais en plus, il est récupéré par Radio X. Tu sais, le créateur de Radio X retourne à Radio X. Tu sais, le créateur. Ça, un coup d'invernac. C'est ça, tu sais, fait que ça rendait la tâche encore plus difficile d'amener les X, justement, à nous écouter à Énergie. Fait que, écoute, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est lancé dans un style de radio un peu différent. Un style un petit peu plus léger. Certains vont dire que ça sonne un petit peu plus énergie, c'est-à-dire peut-être moins de chiolage, si tu veux, moins d'informations lourdes, moins de débats d'opinion. On en garde quand même, mais on amène la touche un petit peu plus légère. C'est une touche un petit peu plus divertissement qui a toujours fonctionné un peu énergie, mais en même temps mélangé avec du talk d'opinion. Puis la réalité, c'est que ça n'a peut-être pas marché autant qu'on aurait voulu, mais ça a quand même fonctionné dans le sens où nos parts de marché commercial sont pas celles de Radio X, mais sont supérieures à celles du 93. Ça, c'est quand même pas banal non plus. 93 qui est dans le talk depuis longtemps, qu'on ait réussi quand même à dépasser les parts de marché dans le 25-54, le marché commercial. C'est quand même pas rien. Fait qu'on on est allé chercher un peu de X qui sont venus nous écouter. On a gardé un petit peu de la clientèle d'énergie. Bon, on s'est bâti aussi une autre clientèle au fil des années, une clientèle avec qui veut peut-être un ton un petit peu plus léger. Tu sais. Pour toi, Jérôme, là, ça fait quand même quelques années que tu es à Énergie. Est-ce qu'on a vu le meilleur de Jérôme Landry à Énergie? Parce que, OK, oui, ça fait longtemps que tu fais de la radio, ça fait longtemps que tu es dans le milieu des télécommunications, mais n'empêche, là, tu pilotes ton propre show. Écoute, t'es pas arrivé là-bas non plus avec une équipe de All-Star, puis je dénigre pas personne là-dedans, c'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire, il n'y a pas de nom connu. Là. C'est pas comme si on avait dit, OK, mettons, l'équipe, ça va être Denis Gravel, Jeff Fillion, on met Stéphane Dupont, puis on met Jérôme Landry. T'sais, on fait un Big Four, là, puis go, animez-moi un show de radio. T'es arrivé là, puis on t'a donné une équipe, t'as essayé de travailler avec eux autres, vous essayez de progresser, puis je pense qu'il y a une progression qui se fait de jour en jour, d'année en année, de mois en mois, tout le reste, mais n'empêche, est-ce que tu penses qu'on est capable d'aller chercher une coche encore plus haute de ton côté? Je pense que oui, parce que, vois-tu, j'arrive à 43 ans. OK? Puis, je pense qu'à 43 ans, j'ai plus de choses à dire qu'à 33. Dans mes grosses années à choix, j'étais dans la trentaine, puis je pense qu'on a fait une job le fun, puis les gens étaient là, les auditeurs étaient là. Mais en même temps, comme animateur, je pense que j'ai plus de vécu comme personne, comme être humain aussi aujourd'hui, comme père de famille, comme... j'ose espérer que j'étais un peu plus raisonnable, je te dirais, un petit peu plus réfléchi qu'à l'époque. Pas que je me prends meilleur qu'un autre, mais je pense que j'ai plus de choses à dire aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Puis je pense que dans 3-4 ans, on va plus de choses à dire qu'aujourd'hui aussi. Fait que je pense qu'à 43 ans, bien humblement, j'entre dans mes meilleures années de radio. Puis je pense que tout le monde qui est en radio est un peu comme ça aussi. Prends un Jeff Fillion, je pense qu'il est meilleur aujourd'hui que quand il a commencé. Oui, ça a fait des gros fracas quand il est arrivé, les promotions, les stunts, puis bon, les coups de gueule et tout ça.
mais je pense qu'il est meilleur aujourd'hui. Prends n'importe quel animateur, il est meilleur à 45-50 qu'il était à 30 aussi. Là. C'est plus équilibré, plus réfléchi, plus d'expérience. Fait que j'ose croire que j'entre dans mes meilleures années des prochaines années. Là. Maintenant, quelques questions shotgun pour conclure. L'animateur avec qui tu n'as jamais travaillé et avec qui tu désirais travailler un jour dans le futur? Hein? C'est donc une bonne question, ça. Ouais, c'est une méchante bonne question que tu me poses là, parce que j'en ai fait pas mal. À Québec, j'ai travaillé à peu près avec tout le monde. Hey, c'est une méchante bonne question, ça. Peut-être un Sylvain Bouchard. J'ai jamais été dans la même boîte que lui. J'ai jamais collaboré directement avec lui. Puis j'étais un gars que je respecte beaucoup dans le domaine. Je trouve que c'est un gars qui a réussi à durer longtemps. C'est pas un gars de Québec. Il est arrivé du Saguenay, il est arrivé ici à Québec dans une période où l'après Jeff Fillon à Choix, où les gens cherchaient des nouvelles habitudes d'écoute. Puis c'est un gars qui s'est bien intégré à Québec. C'est un gars qui je trouve qu'il est respectueux de ses adversaires aussi. C'est pas un gars qui est dans des chicanes. Des fois, il y a des bitchages à la radio, lui. C'est pas un gars qui a embarqué là-dedans. Non, c'est un gars que je respecte beaucoup, Sylvain. Question dangereuse, autant pour toi, pour ton couple, que pour ta carrière. Oui. T'ennuies-tu de travailler avec José? Dans un sens, oui. Parce que, puis je trouvais de te dire que les auditeurs s'ennuient de ça des fois. Oui, Colin. Puis les auditeurs, ils aiment l'équipe que j'ai actuellement aussi. Mais des fois, des auditeurs qui m'écrivent me disent Ah, on s'ennuie de ta blonde, c'est le fun de vous entendre. Mais en même temps, on était dans un mood où on était toujours ensemble. Où on dormait ensemble, on se levait ensemble, on allait travailler ensemble, on faisait de la radio ensemble. Après ça, on revenait super ensemble. Fait que, c'est une drôle de dynamique, puis je renie pas ça. Puis José, c'était une recherchiste extraordinaire aussi. Puis mais en même temps, en ondes, des fois, on amenait peut-être un peu les mêmes points, on avait la même vie, la même quotidien. Mais écoute, je renie pas ces années-là non plus. Là. Bon, là, tantôt, on en a parlé un petit peu, tu as rencontré Tim Thomas, mais bon, je sais pas, y a-t-il une rencontre, mettons, qui a été plus haute au point de vue, ça peut être, là, je suis sportif, mais en même temps, ça peut être un peu n'importe quoi. Y a-t-il une rencontre qui t'a marqué plus qu'un autre dans toutes tes années de métier? Écoute, j'en ai eu beaucoup. J'en ai eu, écoute, faut que je fasse le tri dans ma tête. En même temps. Ça, on est une gang là-dedans, moi et tout, quand je me fais poser la question. Écoute, toutes les vedettes que tu as interviewées, c'est qui le plus haut? C'est bon. Écoute, vois-tu, c'est un peu dans la même époque. J'étais allé rencontrer Martin Brodeur dans le vestiaire des Devils. À la même époque que toute cette époque-là de la Nordic Nation. Tu me parlais de Tim Thomas tantôt. Puis on était allé au New Jersey, on avait fait des émissions là-bas, puis tout ça. Puis j'étais allé rencontrer Martin Brodeur dans le vestiaire. Tu sais, Martin Brodeur, je t'annonce qu'il n'a pas besoin de moi nécessairement pour sa carrière. Puis j'ai fait une demande au service de relations publiques des Devils, puis écoute, il n'était pas obligé de me recevoir, comprends-tu? Il n'était pas obligé de prendre le temps de me parler. C'était après un match des Devils. Tu sais, des fois, d'habitude, les gars ont hâte de s'en aller chez eux puis de passer à d'autres choses. Mais il avait pris le temps quand même de me parler après que les journalistes anglophones soient partis. Puis ça m'avait vraiment impressionné parce que j'avais fait l'entrevue à son casier. Tu sais, il y avait son masque légendaire, le masque de Martin Brodeur qui était sur une tablette. Puis il avait pris le temps de répondre à toutes mes questions alors que Martin Brodeur, c'est une des plus grandes légendes de l'histoire du hockey. Puis ce qui m'avait frappé, c'était son côté gentleman, son côté accessible, justement. Un gars très, très, très simple, très gentil, très, aucune espèce de prétention. Ça, je te dirais que ça m'a pas mal impressionné, cette rencontre-là avec Martin Brodeur. Puis tu sais, des fois, je te donne un exemple comme ça, tu vas trouver ça peut-être bien simple, mais j'ai fait une entrevue avec Mario Tessier il y a peut-être 6 mois à NL. Puis tu sais, moi, je suis de l'école, j'étais de l'école Radio X. Je n'étais pas un animateur des grandes gueules, un admirateur des grandes gueules. Tu sais, moi, la radio scriptée puis les sketchs, c'est pas quelque chose qui me plaît énormément, tu sais, mais là, je l'ai fait en entrevue, puis j'ai trouvé super gentil, super fin, puis ça m'a comme ouvert à d'autres choses aussi, tu sais, puis je suis quasiment, tu sais, on s'est texté après, puis tu sais, il était bien content, bien heureux de m'avoir parlé, tu sais, fait que c'est ça, c'est parmi les bons souvenirs que j'ai. Tu sais, des fois, c'est pas tout le temps des entrevues hyper marquantes, hyper extraordinaires qui te marquent le plus, mais c'est ça. Une dernière, attention, je pense qu'elle, honnêtement, c'est la plus dure de toutes. OK. Si tu as le choix de choisir seulement une équipe
mettons que les deux existent encore. T'as le choix entre les Nordiques ou les Pats. Je sais qu'il n'est pas facile, ça. Les Nordiques ou les Pats. T'as le droit d'en regarder rien qu'une en vie. Ah, écoute, c'est les Nordiques. Ah, ouais? Qui sont dans ma ville. Ouais, c'est puis pour une raison très simple, là, c'est que j'aimerais ça vivre ça avec mon fils. Moi, ce que j'ai vécu avec mon père dans les années 80, là, ça me marque encore aujourd'hui. Mon père est décédé maintenant depuis... ça fait 6 ans que mon père est décédé, mais mes meilleurs souvenirs père-fils, c'est des souvenirs au Nordique, au Colisée, chez nous dans notre ville. Ils venaient me chercher à l'école. On allait au Burger King sur le boulevard Amel. Puis après ça, on allait au Nordique. Tu sais, c'est le fun d'aller voir des équipes de la NFL. Là, puis moi, j'amène mon fils un peu partout. Je l'amène au baseball, je l'amène à la F1, je l'amène voir de la NFL, puis tout ça. Mais voir ton équipe dans ta ville à toi, avec ton logo, avec les fleurs de lys sur le chandail, je t'avoue que c'est dur à battre. Je peux te comprendre. Je peux te comprendre, ça me rappelle des bons souvenirs, moi aussi, avec mon père, aller voir les matchs de hockey. Jérôme, un gros merci pour ton temps. On invite les gens à t'écouter en semaine du côté de Énergie Québec. Oui, c'est beau. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye. Merci, bye.